Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Parmi mes nombreuses passions, il y en a certaines qui sont difficiles à comprendre. Mon soutien inconditionnel au FC Nantes par exemple, ou bien un petit jogging sous la pluie avec 200 mètres de dénivelé le dimanche matin. Mais il y en a d'autres que je partage avec mes amis quand même. Un bon verre de vin par exemple. On se retrouve autour d'une bouteille, on discute de sa région, de son histoire, du ou des cépages. Bref, on papote et on crée un moment convivial. Parce que finalement, le meilleur vin, c'est celui autour duquel on passe un bon moment. Mais pour que ces moments persistent, il faut que la filière du vin perdure. Et dans une France à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, les 750 000 hectares de vignes du pays sont en danger. Dans certaines régions, par exemple, plus de chaleur, c'est plus d'évaporation d'eau et donc c'est plus de précipitations. Et cette humidité est propice à la prolifération des champignons, mettant à mal les récoltes. Alors pour comprendre l'évolution du monde du vin et le travail de ses acteurs, je me suis tourné vers la directrice des vignerons engagés. Bonjour Iris Boru. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir à Toulouse, dans cette très belle ville du sud de la France. Nous allons parler viticulture, vignoble, changement climatique, adaptation, atténuation, évidemment, puisque vous êtes la directrice des vignerons engagés. Et d'abord, avant de parler justement de notre sujet, du vin aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Pour commencer, c'est aussi l'objectif de notre podcast, c'est d'humaniser le changement climatique, voilà, de sortir de notre bulle et de donner la parole à chacune et chacun. Alors d'abord, j'aimerais qu'on parle de votre parcours. Vous êtes ingénieur agronome, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est tout à fait ça. Ces études m'intéressent particulièrement parce que les ingénieurs, voilà, sont les décideurs, les fabricants, les entrepreneurs de demain. Quelle vision de l'environnement on vous a donné pendant vos études ? Très bonne question. Alors déjà, c'était il y a quand même déjà un petit peu longtemps. Je dirais qu'on était à un tournant dans les études d'ingénieur agronome, c'est-à-dire que on n'était plus déjà uniquement dans une vision productiviste, rendement, etc. Le tout phyto, on avait pas mal de cours sur l'agroécologie, ce genre de choses. Donc on nous présentait différents modèles, je dirais. Ça, c'était au niveau des cours. Et après, au niveau de la vie de l'école, il y avait des associations assez traditionnelles. Et puis après, des associations plutôt de défense de l'environnement, écologistes, etc. Donc, je dirais que c'était un bon terreau pour s'intéresser au changement climatique et à tous les enjeux environnementaux qui nous entourent, à l'échelle de l'agriculture, mais pas que. Alors vous me voyez peut-être arriver sur ces études. En 2022, il y a eu un discours à AgroParisTech de plusieurs étudiants qui disaient qu'ils avaient été formés pour ensuite aller vers des jobs destructeurs. Ce sont les termes qu'ils ont utilisés. Vous justement, qui avez fait ces études, qui êtes ingénieur agronome, comment vous l'avez vécu ? Comment vous l'avez perçu ? J'ai trouvé ça hyper... le mot est un peu hyper chouette en fait, hyper inspirant, courageux aussi de se dire on va prendre la parole de manière très honnête, assez vulnérable pour dénoncer. Il y en a qui les ont critiqués de mordre la main de ceux qu'ils avaient nourris, de critiquer le système qui les avait permis de faire les études, alors qu'en fait je trouve ça plutôt pertinent de remettre en question, de critiquer, et globalement c'est un discours qui a été bien perçu par les agronomes que je connais. Et globalement, que ce soit dans ce milieu ou alors disons dans la bulle environnementale, est-ce qu'il faut être radical pour être entendu ? Là c'est Iris qui parle. Oui, plus ça va et plus il y a besoin d'une certaine radicalité dans les mouvements écologistes notamment. Radicalité veut pas dire violence, loin de là, mais veut dire aller faire des choses qui vont déranger, qui vont questionner, et sortir du tout lisse. Ça peut être intéressant justement pour susciter une émotion, pour faire réagir. Il faut que ce soit bien fait, dans le respect de tous, mais en tout cas je trouve que la radicalité dans l'écologie, elle peut avoir un intérêt. Oui, radicalité qui ne veut absolument pas dire violence, non, au contraire, c'est vraiment la manière de dire les choses. Est-ce que vous, au fond de vous-même, vous êtes éco-anxieuse ? Moins qu'avant, je dirais. Vous l'avez été ? Oui, j'ai eu ça très fort. Grosso modo, je viens d'une famille où l'environnement, ça a toujours été un peu sur la table. Les impacts du changement climatique, on en parlait.
Et puis après, en grandissant, en devenant adulte, je me suis davantage renseignée et prendre conscience de l'ampleur du défi, l'ampleur des dégâts qu'il y avait déjà. Ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, quand je me suis posé la question de comment je peux agir à mon échelle, c'est là où l'éco-anxiété est remontée très fort. J'étais déjà dans l'association Vignerons Engagés et j'ai une phase où je me réveillais la nuit, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire, quoi, jusqu'où ça va aller. Il y avait des signes physiques de l'éco-anxiété. Ouais, vraiment grosse angoisse, quoi. Très grosse angoisse. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après je me suis calmée, quoi. Ça pouvait pas durer, mais oui, il y a eu une phase assez importante. Et en fait, un des déclics aussi, ça a été j'ai fait un coaching globalement un coaching professionnel, et j'avais mis le doigt pendant ce coaching sur ma volonté de sauver le monde. Spoiler alert, c'est pas possible de sauver le monde. Et en fait, du coup, déjà de conscientiser ça m'a permis de sortir la spirale et de me dire en fait, tu vas pas aller vers le burn-out, ça va pas t'aider. Ce qui compte, c'est de préserver ton énergie, de faire du mieux que tu peux. Et c'est avec un niveau d'énergie suffisamment important que là, tu vas réussir à être utile et à faire des choses. Donc je dirais que ça m'a permis de prendre du recul, même si des fois l'éco-anxiété revient un petit peu, globalement j'arrive à garder la maîtrise là-dessus. Est-ce que le fait d'être dans l'action, d'avoir les mains dans le cambouis, que votre métier soit totalement corrélé justement à la transition climatique, ça vous aide à atténuer votre éco-anxiété ? Oui. La plupart du temps, c'est pas suffisant à mon goût. J'aimerais que ça aille plus vite et plus fort. Mais quelque chose qui m'a bien aidée de manière très concrète, c'est de devenir animatrice de la fresque du climat. C'est aujourd'hui un atelier qu'on propose à nos adhérents vignerons. Début janvier, là, il y a quelques temps, on proposait ça en Alsace avec ma collègue. On a formé plus de 80 personnes à la fresque du climat sur 3 jours. Et en fait, même si c'est toujours le même atelier, les réactions vont être différentes, les échanges sont différents. Et je ressors de là avec vraiment un sentiment d'utilité très fort, quoi. Ça, c'est chouette. Pour revenir sur la fresque du climat, c'est vrai que c'est presque un passage obligatoire quand on s'intéresse au climat. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Ça demande un peu de temps, c'est 3 heures environ, si je dis pas de bêtises, mais c'est extrêmement complet, c'est passionnant. J'ai eu la chance de le faire, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et ça permet aussi de faire rentrer des gens justement dans notre bulle et de dire voilà pourquoi on vous bassine entre guillemets au repas de famille avec nos trucs d'écolo. Et qui sont les... C'est vous qui le proposez, ou alors ce sont des gens qui viennent vous voir, des adhérents de Vignerons Engagés qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont déjà des gens déjà une sensibilité sur l'écologie, ou alors des gens qui veulent s'y intéresser? Alors les adhérents, les caves coopératives ou les domaines avec qui on organise ça, généralement on a une personne qui est notre contact privilégié qui a envie d'organiser une formation sur la RSE, sur une fresque du climat. Donc il y a déjà au moins une personne qui est sensibilisée, et ensuite avec elle on va construire un programme. Donc on peut soit parler des labels, soit de la RSE, soit faire un focus sur le climat. On a toujours au moins cette personne clé d'entrée. Et après, les gens qu'on va avoir en face de nous ont été un petit peu sensibilisés parce qu'ils sont dans une démarche RSE de par leur entreprise, mais ils ont des niveaux de sensibilité et d'intérêt qui sont très très variés. Par exemple, sur les 80 personnes, tous les matins, on a demandé est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la fresque du climat ou qui connaissent, et plus de 80-90% n'en avaient pas fait et ne connaissaient pas surtout. Ah oui. Donc ça montre aussi que si c'est un outil qu'on a l'impression qui est très vulgarisé, moi je me rends compte que quand je suis dans mon microcosme, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait, que c'est une répétition, et en fait pas du tout. Un autre exemple, là, on organise les rencontres du vin de Dain dans quelques temps, on propose un atelier calcule ton empreinte carbone avec l'outil de l'ADEME, avec nos gestes climat, et on se dit ça fait 3 ans, 4 ans d'affilée qu'on le propose. À force, tout le monde l'aura fait, plus personne va être intéressé. En fait, c'est un des premiers ateliers à avoir fait complet. Ah oui. Donc il y a vraiment encore énormément de gens qui qui l'ont pas fait. Donc il faut continuer. Est-ce que sous le prisme du réchauffement climatique, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans? J'essaie de me souvenir qui j'étais il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans, je prenais l'avion au moins 1 à 2 fois par an pour voyager. Je concevais le voyage comme aller loin dans un pays, un pays accessible en avion. Et le voyage, c'était pas forcément
voilà, le voyage c'était aller loin, alors qu'aujourd'hui c'est aller dans la nature, aller en montagne, aller à l'océan, etc. Ça, c'est le premier point. Il y a 10 ans, j'étais encore complètement fashion victime, à aller faire du shopping au moins une fois par mois et pas trop me poser la question, pas du tout me poser la question de l'impact environnemental de ma consommation. Je m'intéressais pas à la seconde main. Enfin voilà, toutes les actions de réduction de mon empreinte carbone, elles n'étaient pas du tout présentes, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 10 ans. Et par cette réflexion, vous avez le sentiment d'appartenir à ce qu'on appelle la génération climat ? C'est-à-dire d'avoir pris conscience, d'avoir une prise de conscience, tu veux dire ? Et est-ce que le combat est générationnel finalement ? Parce que quand vous allez voir des vignerons ou alors des caves ou alors quand vous allez à des événements comme à Wine Paris, est-ce que vous avez le sentiment que c'est réellement un débat générationnel, donc on va dire les plus jeunes, ou alors vous rencontrez aussi des gens de, je sais pas, 50, 60, 70 ans qui sont aussi parfaitement acculturés. Oui, je pense qu'il ne faut pas opposer les générations sur cet aspect-là. Autant j'ai eu entre guillemets, des bonnes surprises avec des personnes, des quinquas, sexagénaires qui étaient hyper engagés et au courant et informés de l'impact du changement climatique. Et autant j'interviens dans les formations d'œnologie, enfin ça m'arrive de donner des cours dans les écoles. Et la première fois que je suis intervenue, j'y allais vraiment avec un truc de de toute manière, on est tous conscients du changement climatique, c'est un énorme sujet, c'est l'enjeu principal, il faut le traiter. Et en fait, je me suis pris un peu des claques de me dire, non, les étudiants face à moi étaient pas du tout tous aussi sensibles à la thématique et intéressés même. Oui, tout à l'heure, vous avez employé le terme de microcosme. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, personnellement, que j'ai l'impression d'avoir vécu, qu'à force de travailler avec des gens dans le domaine du climat, que ce soit des climatologues, des animateurs de la fresque, etc., on a l'impression parfois que tout le monde est parfaitement au courant, parfaitement acculturé. Et ensuite, quand on sort de cette bulle, on se dit « Ah oui, non, en fait, il y a encore un peu de travail. » Venons-en au sujet qui nous intéresse et qui, j'espère, qui intéresse nos auditeurs, le vin. Voilà. Allons sur le terrain des vignerons engagés. Alors, je vais essayer de synthétiser, surtout, vous me dites si je dis une bêtise, tout part des vignerons en développement durable, l'association créée en 2010, oui. Et ensuite, en a été issu le label Vignerons engagés. Oui. Vous avez rejoint cette association depuis 6 ans, depuis 2019, vous en êtes la directrice. 6000 vignerons et salariés donc vous ont rejoint. Déjà, première question, qui sont ces 6000 vignerons ? Est-ce que c'est des vignerons qui étaient déjà dans une démarche environnementale et qui voulaient aller chercher un label, ou alors des vignerons qui étaient, on va dire, en agriculture plus traditionnelle et justement qui voulaient passer le pas? On a un collectif qui est qui est un peu bigarré. Il y a vraiment de tout. Historiquement, en fait, c'est un regroupement de 7 caves coopératives du sud de la France qui, sous l'impulsion l'Institut coopératif du vin, l'ICV, ont créé l'association, ont créé le label, se sont dit, tiens, on a des démarches environnementales, des démarches qualité, mais on aimerait aller plus loin avec une démarche environnementale, sociale, économique, vraiment une démarche globale. Donc, c'est là qu'ils ont créé le label. Et puis après, les adhérents, le vigneron, que ce soit des caves coopératives ou des domaines, nous ont rejoints petit à petit avec des volontés assez variées. Il y en a qui, en effet, sont en agriculture biologique au niveau vignoble, mais souhaitaient avoir une démarche plus globale et prendre en compte aussi les thématiques sociales et économiques, notamment bien-être des salariés, etc. Il y en a qui n'avaient pas de démarche particulière et ont trouvé un intérêt dans cette démarche, les 3 piliers, l'équilibre, etc. Donc ça va vraiment varier finalement d'une structure à l'autre. Et il y en a aussi, ça c'est plus récent, qui viennent dans l'association parce qu'ils ont une demande de leur distributeur de montrer patte blanche, entre guillemets, d'avoir une démarche RSE. Et quel est votre rôle justement vis-à-vis des adhérents ? Vous les accompagnez, vous les formez, vous les aidez dans des démarches administratives concrètement ? La mission de l'association, c'est à la fois de promouvoir le label Vignerons engagés, donc faire en sorte que ça soit un outil différenciant. C'est un macaron qu'ils vont pouvoir mettre sur la bouteille, donc ça va permettre de communiquer en un clin d'œil sur tout ce qu'ils font de bien dans leur entreprise. Donc nous, l'idée, c'est de communiquer sur le label, mais également, comme tu dis, de les accompagner dans leur démarche RSE à travers des formations
d'informations sur la RSE, la fresque du climat, une boîte à outils qu'on met à disposition avec un certain nombre de choses qui va pouvoir les aider à préparer l'évaluation. Et il y a toute une grosse partie qui est autour du collectif, de l'échange de bonnes pratiques. On anime les rencontres du vin de demain, qui est un événement sur 2 jours avec plus d'une trentaine d'interventions, de visites, de dégustations, etc. Des groupes de partage tous les mois, des commissions communication, technique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chaque vigneron qui nous rejoint et qui a envie d'aller plus loin dans sa démarche de développement durable, il va pouvoir s'appuyer à la fois sur nos outils et sur tout le collectif et tous ses confrères et ses consoeurs qui ont déjà mis en place une démarche similaire et qui pourront l'aider à pas tomber dans les mêmes travers et aller plus vite finalement. Ce label, je suppose, comme beaucoup de labels, donc doit répondre à un cahier des charges. Sur votre site internet, j'engage d'ailleurs tous nos auditrices, auditeurs à aller voir votre site internet particulièrement parlant. Il y a une liste notamment de 12 engagements très, très précis. Pour un consommateur lambda, quand je vois un label bio, un label HVE, un label vigneron engagé, comment je m'y retrouve ? Quelle est la différence entre tous ces labels ? Je suis perdue déjà, de base. Je vois plein entre les médailles, les labels, tout ça, nous on a l'habitude de dire c'est un peu un sapin de Noël. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de rendre lisibles et compréhensibles les différents labels. En fait, les démarches vont se compléter, c'est-à-dire qu'on a des adhérents, des vignerons qui vont être en agriculture biologique et vignerons engagés, certains qui vont être HVE et vignerons engagés. On aime bien plus parler de complémentarité plutôt que de concurrence. Après, c'est vrai que pour les consommateurs, ça peut être un peu confusant et je suis tout à fait d'accord avec ça. Finalement, le périmètre de chaque label, c'est que haute valeur environnementale, HVE, on va être sur 5 grandes thématiques au vignoble. Agriculture biologique, c'est pas d'utilisation d'intrants de synthèse au vignoble. Et vignerons engagés, on va être plus large que ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des pratiques à la fois au vignoble sur la partie environnementale, mais aussi sur le chai, la partie vinification, avec l'éco-conception des bouteilles, les économies d'eau, d'énergie, et également sur la partie sociale, avec le bien-être des salariés, à la fois les saisonniers, les salariés qui sont là toute l'année. Ça va être vraiment ce qu'on appelle de la vigne au vert, et sur les 3 piliers du développement durable. Alors je reviendrai justement sur le volet social, parce que comme on dit, l'écologie sans le social, c'est juste du jardinage. Oui. Donc c'est extrêmement important, donc on va s'y attarder. Est-ce que tous les labels se valent ? Moi, si demain je dois acheter une bouteille et je veux justement qu'elle soit labellisée, je dois plutôt prioriser vigneron engagé qui est par exemple plus exigeant que haute valeur environnementale, par exemple, si je devais en choisir qu'un. Disons que vigneron engagé va être plus complet. Après, HVE va être une première marche finalement dans l'engagement. J'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que il faut bien commencer par quelque chose. Après, vigneron engagé va assurer davantage de garanties sur la partie sociale et économique, ça c'est sûr. Alors venons-en aussi à l'autre cœur de sujet, au-delà du vin, c'est le changement climatique, évidemment. Aujourd'hui en France, on est quasiment à 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, environ 1,5 à l'échelle mondiale. Un scénario médian, c'est environ 3 degrés à l'échelle mondiale, ce serait 4 degrés à l'échelle française, pour beaucoup de raisons physiques. Comment est-ce qu'on adapte ? Alors la question est à la fois très courte et aussi très longue. Comment est-ce qu'on adapte le vignoble français, qui en plus a beaucoup de disparités, forcément quand vous êtes en Bourgogne ou à Bordeaux, c'est pas la même chose. Comment est-ce que les vignerons s'adaptent à cette nouvelle donne climatique ? Tant bien que mal. C'est un sujet sur lequel on fait intervenir de nombreux experts depuis des années déjà. Chaque année, ça intéresse. Chaque année, il y a de nouvelles choses à dire. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. On peut travailler à plein d'échelles différentes. En fait, le changement climatique, il va impacter la vigne à différents niveaux. Ça va être sur les incidents climatiques, donc des multiplications des incidents de gel, de grêle, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui est sécheresse, qui va augmenter et qui va atteindre les rendements. On va avoir tous ces incidents climatiques qui vont avoir un impact sur les rendements, d'une part, mais également sur la qualité organoleptique des vins, avec une augmentation de la teneur en alcool des vins. Donc on va avoir des vins de plus en plus chargés en alcool, alors qu'aujourd'hui on a un consommateur qui va chercher des vins de plus en plus bas en alcool. J'allais vous poser la question, en 2 minutes, vous pouvez nous expliquer pourquoi plus de réchauffement induit plus d'alcool ? Oui, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est les augmentations des périodes de sécheresse, de canicule. Et donc, du coup, on va avoir des raisins qui vont être davantage chargés en sucre. Et davantage de sucre, ça va donner plus d'alcool. Malgré une volonté du consommateur, comme vous disiez, qui va chercher des vins
plutôt léger. De plus en plus, oui. Mais après, maintenant, en termes de vinification, on arrive à... Enfin, les vignerons le prennent en compte et il y en a de plus en plus qui vont aller travailler ce qu'on appelle des vins low alcool, où justement, on va être sur des vins qui vont titrer à 9, 10, 11 degrés, avoir des choses plus fraîches, quoi. Et est-ce que, par exemple, ça peut induire des changements de cépage, donc de type de raisin, dans certains domaines Voilà, par exemple à Bordeaux où il commence à faire très chaud, alors il y a des cépages emblématiques, Merlot par exemple, voilà. Et quel est l'avenir du Merlot à Bordeaux? Quel est l'avenir du Gamay dans le Beaujolais? Est-ce que les vignerons vont devoir changer et peut-être devoir s'adapter finalement aussi à une nouvelle donne du consommateur, comme vous le disiez, qui va devoir s'habituer à autre chose? Tout à fait. Le matériel végétal, les cépages, ça c'est un point extrêmement important sur lequel la filière avance aujourd'hui avec les instituts de recherche, etc. C'est quelque chose qui va sur le temps long. C'est-à-dire qu'entre le moment où on plante et le moment où on va vendanger pour la première fois, il y a plusieurs années qui se passent. Et il faut aussi prendre en compte le taux de renouvellement, c'est-à-dire on ne peut pas simplement tout arracher et tout replanter parce qu'il faut quand même continuer à produire. Donc du coup, ça va se faire de manière progressive. Donc ça, pour le coup, c'est une adaptation sur le temps long. Et parmi les engagements justement de vignerons engagés, alors j'ai vu qu'il y avait l'atténuation, il y a le volet social, évidemment, bien rémunérer le producteur. Dans la partie atténuation / adaptation, l'irrigation est l'un des critères ou aujourd'hui, si, ça fait l'irrigation, on pose des questions sur l'irrigation. Il n'y a pas d'interdiction qui est formellement posée. L'idée du diagnostic qu'on va faire passer aux vignerons, ça va être plutôt de les questionner sur quel usage vous faites de l'eau. Est-ce qu'il est réfléchi? Est-ce qu'il est raisonné? Est-ce que vous en êtes dépendant ou pas? En fait, c'est d'amener les vignerons à se poser les questions. Parce qu'on voit qu'il y a une concurrence des usages à l'eau qui est grandissante et l'idée, c'est idéalement d'en être le moins dépendant possible. Alors aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, la surface viticole en bio en France est d'environ 22%. Quelque chose comme ça. Comment vous, justement, au contact des vignerons, comment vous percevez cette évolution du bio, hein? Est-ce que le changement climatique peut impacter le bio? Est-ce que les vignerons sont de plus en plus enclins à passer au bio? Quel est l'état de santé du bio, finalement? Préoccupant. Disons qu'il y a eu une grosse vague de conversion en bio parce que aussi les marchés valorisaient les vins en bio. Aujourd'hui, on voit quand même nettement un ralentissement. C'est parfois même plus une source de rémunération supplémentaire d'être en bio. Et donc, du coup, c'est compliqué pour les vignerons parfois de poursuivre. Il y a ce premier point. Et le deuxième point qui fait que une conduite de vigne en agriculture biologique, on en parlait en off, ça peut parfois être plus compliqué. Et donc, du coup, plusieurs années d'affilée, ça peut vraiment fragiliser l'exploitation d'avoir la conduite en bio. Est-ce qu'il faut plusieurs années finalement pour que ça revienne? C'est toujours un argument. Alors moi, je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai passé quelques jours en Bourgogne, voilà, pour des raisons purement viticoles. Et je discutais avec quelques personnes dans des domaines et certains avaient employé le terme de marketing pour qualifier le label bio. Alors, voilà, je ne suis pas expert du sujet. Est-ce que c'est quelque chose, vous aussi, que vous entendez au contact de vos adhérents, parfois, que le label bio est un outil marketing? Et si oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Enfin, faut être, en fait, il va y avoir à la fois de la conviction, mais à la fois une volonté de pouvoir vendre son vin, se différencier sur le marché. Et donc, du coup, c'est un outil marketing comme un autre. Et ça peut être un peu dévoyer entre guillemets la cause, je mets des gros guillemets, mais il faut être réaliste. En fait, une démarche, si économiquement elle est intéressante, elle sera d'autant plus suivie dans le temps. Oui, parce que finalement, le discours qu'on peut entendre, c'est voilà, mais je suis vigneron. En plus, en Bourgogne, les parcelles, les climats sont classés à l'UNESCO, donc les gens sont extrêmement attachés à leurs parcelles. Moi, j'ai pas besoin du label bio finalement pour prendre soin de ma terre, quoi. J'en prends déjà soin comme ça. Et en plus, le label bio dont il faut payer pour pouvoir le mettre sur la bouteille. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'inverse? Pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas bio ne devraient pas payer un label je ne suis pas bio? Oh là là. Je suis volontairement cynique. Grande question. Bon courage. Ah oui, à ce moment-là. Non, les labels, c'est... Enfin, et j'en représente un, c'est un grand sujet. En fait, il y a aussi plein de vignerons qui font le choix de ne pas être labellisés et qui disent, comme tu le dis, je fais déjà plein de choses bien, mais je considère que j'ai pas, entre guillemets, à payer pour valoriser tout ça. Vous avez des adhérents dans
toutes les régions viticoles? Plus ou moins, oui. D'accord. Ouais. Il y en a 8 en France. Oui, ça dépend. Oui, grosso modo, il y en a 8. Ouais. C'est comme les continents à l'école. Est-ce qu'il y en a 6, il y en a 7. C'est ça. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. La région viticole, c'est un peu pareil. Quelles sont, vous, d'après votre vécu, votre expérience, les régions qui semblent les plus avancées? Alors, soit sur l'atténuation, soit sur l'adaptation, mais en tout cas, qui respectent le plus les engagements qui répondent à votre label. Est-ce qu'on peut régionaliser ou alors ça dépend vraiment du vigneron? Ouais, je dirais que ça dépend du vigneron. On voit des super initiatives un peu partout en France. Ça va dépendre, en fait. Ça va vraiment dépendre parce que sur la partie changement climatique, on voit forcément que les vignobles du Sud, ils sont davantage touchés, notamment par les phases de sécheresse. Et donc, du coup, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller un peu plus vite que les autres, peut-être. Mais je dis ça, mais après, les régions plus au nord, elles s'en préoccupent aussi. Donc, il y a quand même, globalement, tout le monde se met en route. Et alors, j'ai une dernière question sur le pilier environnemental. Après, j'aimerais qu'on parle du pilier social, bien sûr. Sur le pilier environnemental, donc forcément face au changement climatique, dans vos rencontres, vous sentez de la crainte. Alors, je suppose évidemment qu'il y a de la crainte par rapport à une année N+1, N+2. La crainte du long terme, des gens qui veulent carrément arrêter leur activité à cause du changement climatique. Il y a des gens qui vous en ont parlé. C'est une passe D que tu me fais sur l'étude. On a fait une étude sur l'impact du changement climatique sur les conditions de travail. Eh bien, passe D. Et on est à quelque chose comme 35 ou 40% des sondés qui indiquaient qu'ils pourraient arrêter de bosser dans la filière vin à cause du changement climatique et des conditions de travail difficiles, notamment en été. Et peu importe l'âge du vigneron, c'est pas forcément lié? Non, c'était tout âge, toute génération confondue. Et alors, deuxième passe D sur l'adaptation, parce que évidemment, il y a le métier de vigneron, mais il y a aussi les gens qui vendangent. Pendant l'été, on vendange de plus en plus tôt. La période des vendanges, alors sur une moyenne, recule, avance plutôt. On vendangeait plutôt en septembre, parfois on vendange en août. Ça peut arriver. Comment est-ce qu'on vendange dans une France à 40 degrés? Voilà, comment est-ce qu'on s'adapte? On vendange plus tôt, par exemple? Plutôt dans la journée? Oui. Tu veux dire? Oui. Il y a, justement, on a lancé une étude qui s'appelle CLISEV avec 2 organismes, l'Agence Croissance Bleue et le laboratoire de recherche Lapa Research, sur les impacts du changement climatique sur les conditions de travail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les instituts de recherche sur l'impact du changement climatique sur le végétal, mais très peu sur les humains. Et donc, du coup, on a lancé cette étude avec une série de questions. On a enquêté auprès de plus de 300 adhérents du collectif. Et en fait, ce qui ressort, c'est que, globalement, on a été rassurés parce qu'on a vu qu'il y avait une conviction qui était partagée sur les risques climatiques et l'urgence à agir. 92% des répondants, ils ont dit qu'ils étaient préoccupés par les conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ils pensaient qu'il était urgent d'agir pour la planète. Il n'y avait pas plus de 9 personnes sur 10 étaient conscientes aussi de l'origine anthropique du changement climatique. Donc, ce qui est largement supérieur à la moyenne française. Oui. Donc ça, déjà, c'était une bonne chose. Là, je vais dérouler l'étude à fond, donc cadre-moi. Mais justement, penchons-nous sur l'étude. Alors, juste ma question, donc, c'était comment est-ce qu'on s'adapte précisément sur la période des vendanges? Oui. Parce que c'est quelque chose... alors, moi, j'ai eu la chance de le faire qu'une seule fois, et encore, c'était pas longtemps, et déjà, j'ai senti mes muscles et mon corps pendant longtemps. Pour les personnes qui vendangent pendant 2-3 semaines en plein cagnard, comment est-ce qu'on va s'adapter? On a fait une checklist de 10 bonnes pratiques en période de forte chaleur, parce que c'est ça le gros sujet des vendanges généralement, c'est comment on travaille à midi en pleine chaleur. Souvent c'est du bon sens, c'est le bon sens paysan, mais il va y avoir déjà anticiper les pics de chaleur pour pas aller travailler à ce moment-là, donc décaler les horaires, faire pourquoi pas vendanger de nuit, ça se fait de plus en plus dans pas mal de vignobles, on a des adhérents en Corse qui le font, même dans le sud de la France. Donc faire du 6h-13h, tu vois, et après s'arrêter, adapter en fonction des régions. Éviter de faire en sorte que les gens travaillent de manière isolée, c'est-à-dire si jamais il a le moins de soucis, comme ça il y a quelqu'un à côté. Se protéger, ça semble bête, mais le chapeau, la crème solaire, pourquoi pas les habits qui couvrent les bras, etc. S'hydrater. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est boire régulièrement. On transpire énormément, donc c'est pas forcément le bon réflexe, mais boire 2 litres à 4 litres d'eau par jour dans ces périodes-là, c'est la moyenne, c'est ce qu'il faut faire. Des pauses régulières au frais.
donc aller se mettre dans une salle qui est climatisée, etc. Prendre un repas aussi en conséquence léger, pas trop lourd. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis aussi, savoir reconnaître les premiers coups de chaud pour pas se faire avoir, c'est-à-dire dès qu'on a un peu mal à la tête, grande fatigue, etc., on va se mettre au frais. Donc là, on est vraiment sur la période des vendanges. Et peut-être quelques mots sur cette étude. Quels sont les grands enseignements, les grandes conclusions et peut-être un mot sur l'étude en tant que telle, sur le climat. Ouais. Alors, je rebondis quand même sur ces bonnes pratiques. C'est en période de vendange, mais ça peut être aussi plutôt avec l'augmentation des pics de chaleur, même au printemps. C'est des choses qui peuvent avoir lieu aussi pendant les travaux à la vigne en amont des vendanges. Qu'est-ce qu'on fait dans les vignes au printemps ? Il va y avoir ce qu'on appelle les travaux verts qui vont permettre de préparer, d'enlever un certain nombre de feuilles pour que les raisins puissent avoir accès au soleil et puissent mûrir. Il va y avoir la lutte contre les ravageurs avec un certain nombre de passages, ce genre de choses. D'accord, donc on arrive dans une période finalement de, disons, avril à septembre, où on est pleine chaleur. Quoi. Oui. Donc c'est l'objet de cette étude. Oui, donc l'étude, c'était se dire, c'est quoi l'impact des fortes chaleurs sur les travailleurs à la vigne. Il y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà, on a vu qu'il y avait 80% des répondants qui constataient des impacts physiques sur leur santé dans le contexte de forte chaleur. Donc, c'était malaise, déshydratation, baisse de la tension, etc. Donc, 8 personnes sur 10 qui en font le constat. Ça, c'est sur la partie physique. Mais ce qui était d'autant plus intéressant, c'était sur la partie mentale. Parce qu'on a aussi posé la question de comment votre santé mentale est affectée. 37% indiquent être soumis à des risques mentaux. Donc derrière ça, on a irritation, perturbation du sommeil, dépression, etc. Donc plus d'une personne sur 3 qui travaille dans la filière qui a des risques sur sa santé mentale. Ça, c'est extrêmement important. On a posé la question sur en quoi le changement climatique pourrait avoir un lien avec votre renoncement à travailler dans la filière. 84% des répondants estiment que travailler sous des fortes chaleurs pourrait être un motif de renoncement au travail pour des saisonniers. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une filière où on a du mal à recruter des saisonniers, c'est difficile, c'est un travail qui est long, qui est pénible. Et là, on voit aujourd'hui que 8 personnes sur 10 pensent que les saisonniers pourraient refuser de travailler à cause des fortes chaleurs. Ah oui, seulement environ 15%, donc qui seraient prêts. Ouais. Ah oui, donc oui, chiffre comme assez édifiant. Venons-en au volet social, maintenant qu'on a beaucoup parlé d'atténuation, d'adaptation, de forte chaleur, des conséquences très palpables, mais il y a aussi tout le volet social. Voilà, mine de rien, dans les 3 piliers ESG, on ne va pas oublier celui du milieu. Vous, parmi vos engagements, donc il y a la juste rémunération du producteur. Vous suivez toute la ligne, vous avez mentionné donc de la vigne au vert. Concrètement, quel est l'engagement social au sein du label ? L'idée, c'est de s'assurer qu'il y a une vraie réflexion sur la rémunération des différents maillons de la chaîne. Après, on a de manière très réaliste, on a quand même des vignerons qui n'ont pas du tout les mêmes positionnements tarifaires en fonction des régions, etc. Mais l'idée, c'est de s'assurer que les vignerons vont pouvoir vivre de leur travail. Après, on ne dit pas que c'est facile. Il y a des régions dans lesquelles c'est de plus en plus compliqué, c'est très challengeant. Mais l'objectif, c'est que chacun puisse être rémunéré à sa juste valeur. Donc là, pour le coup, c'est régionalisé, contrairement à l'engagement. Y a pas de, en fait, on n'a pas de seuil finalement à atteindre, mais ça va être un point à traiter qui va être autant en Bourgogne que sur Bordeaux, que sur Languedoc-Roussillon, que sur d'autres régions. D'accord. Donc là, c'est l'évaluateur qui va en fonction de la région, juger par lui-même de la santé économique de l'entreprise. D'accord. Et là, concrètement, comment vous assurez que le producteur est rémunéré à sa juste... Comment fonctionne finalement la chaîne de valeur financière pour un néophyte comme moi et comme ceux qui nous écoutent? En fait, il n'y a pas de barème ou quoi, c'est l'évaluateur qui va regarder la santé économique de l'entreprise et qui va voir est-ce que vous rémunérez correctement vos vignerons ou pas, est-ce que vous vendez vos vins à la juste valeur, c'est des questions... L'évaluateur, Alors l'évaluateur, c'est une personne de chez AFNOR Certification. D'accord. On a un partenariat avec cet organisme-là. Vigneron engagé n'est pas en charge des évaluations, sinon on serait jugé parti, ça irait pas. Et donc du coup, l'idée, c'est que ces évaluateurs vont venir sur site, donc chez les vignerons pendant 2 à 5 jours en fonction de la taille de l'entreprise, pour s'assurer que les items du cahier des charges sont bien respectés, en rencontrant les différents services, des parties prenantes, les clients, les vignerons, etc. Alors pour un consommateur, on a parlé donc comment se retrouver au milieu des labels. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ce vin quand on va
dans un supermarché, un caviste, est-ce qu'on trouve les vins estampillés vignerons engagés uniquement dans les caves ou coopératives adhérentes, ou alors on peut les trouver un peu n'importe où, les commander en ligne, si nos auditeurs, auditrices souhaitent acheter, que doivent-ils faire? Ils peuvent être soit chez des cavistes, soit en grande distribution, soit directement en effet en circuit court chez les producteurs qui sont labellisés, ou sur leur site internet. Il y a tous les circuits de distribution possibles. Et après, pour les identifier, il va y avoir soit le macaron à l'avant de la bouteille, soit parfois c'est moins visible pour les consommateurs, mais pour des raisons d'étiquette et tout ça, et c'est mis sur la contre-étiquette, donc à l'arrière de la bouteille. Alors, l'association a été créée il y a longtemps, vous avez des engagements, vous êtes bien ancré, ce label vigneron engagé donc est reconnu. Quelle est l'étape d'après, s'il y en a une? Est-ce que vous comptez renforcer ces engagements, aller plus sur un volet qu'un autre, former encore plus les vignerons, peut-être leur soumettre quelques idées pour s'adapter? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? L'idée, c'est d'offrir toujours le meilleur service possible à nos vignerons pour qu'ils progressent dans leur démarche RSE. On a également un projet d'aller... on est dans l'amélioration continue, donc de faire mieux encore sur la partie vignoble, à travers un outil de diagnostic qu'on fait évoluer régulièrement. Donc là, on lance une phase de consultation. On a un groupe qui a travaillé là déjà pendant 3 mois sur ce sujet-là, sur quelle thématique on veut creuser, on veut aller plus loin. Et après, c'est aussi progresser sur la partie collectif et faire du lien avec les interprofessions, tout l'écosystème vin, de manière à faire infuser nos messages et les bonnes pratiques auprès du maximum de monde. Et est-ce que, à l'inverse, vos adhérents, les vignerons, les coopératives, vous contactent pour dire « Ah, j'ai une bonne idée, moi j'ai fait ça dans mon vignoble pour m'adapter », et peut-être que ça peut se retranscrire ensuite sur une autre parcelle? Carrément. Justement, on a ouvert... c'est marrant que tu dis ça parce que ma collègue Amélie l'animait la semaine dernière. On a ouvert 6 groupes techniques cette année avec différentes thématiques. Et il y en a justement sur adaptation au changement climatique et atténuation. Et le groupe avait lieu la semaine dernière. Et en fait, c'est tout simplement des vignerons de différentes régions qui se mettent autour d'une visio et qui disent moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et donc du coup, sur la base de ça permet d'inspirer. Nous, on fait un mémo et ensuite on le partage à l'ensemble des membres du collectif. Donc cette notion d'inspirer les autres et de montrer que c'est possible, elle est hyper forte. Et quand vous assistez à ces réunions entre vignerons de différentes régions, il y a une difficulté vraiment d'adapter une solution d'une région à une autre. Je suppose que quand vous êtes en Alsace et qu'il y a un vigneron de Bordeaux qui écoute, c'est pas forcément la même chose. Ça va dépendre en fait des pratiques. Il y en a où ça va être beaucoup plus compliqué du fait que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes terroirs, etc. Il y en a d'autres où on peut complètement s'en inspirer. Est-ce que vous avez un vigneron, une vigneronne, enfin un domaine en tout cas, qui vous a particulièrement marqué, alors soit dans une approche, soit physiquement, soit émotionnellement, soit parce il ou elle a fait une action complètement différenciante et elle vous a plus marqué que les autres? Oh, c'est trop dur. Je demande pas de distribuer les bons et les mauvais. Je ne vais pas avoir des chouchous. Non. Je réfléchis. C'est plus en guise d'exemple. Oui. Là, très récemment, et du coup ça date du groupe de partage de la semaine dernière, la cave Arnaud de Villeneuve, donc c'est une cave coopérative dans le Roussillon, qui indiquait qu'ils ont plus de 80% de leurs parcelles qui sont partiellement enherbées, même en hiver. Et donc du coup ça c'est une bonne pratique finalement dont on n'était pas trop au courant et qui est assez originale dans la région où la concurrence à l'eau va parfois déstabiliser les vignerons et on va se dire non, on va pas enherber, on va pas mettre enherber, c'est mettre de l'herbe, c'est avoir la végétation entre les rangs de vignes. D'accord. Donc ça favorise la biodiversité. Ça favorise la biodiversité, ça favorise aussi la fertilité des sols parce qu'après quand on va coucher l'herbe, du coup elle va se dégrader, elle va venir nourrir le sol. Ça peut éviter aussi le ruissellement de l'eau. Enfin voilà, c'est très très positif, mais il y a quand même parfois une concurrence à l'eau où on va se dire dans une région on a du mal à accéder à l'eau, c'est l'herbe qui va prendre l'eau à la vigne. Mais il n'y a pas une solution magique, mais en tout cas si c'est fait au bon moment avec les bonnes variétés, c'est quelque chose qui peut être fait dans toutes les régions. Et avant de passer à la dernière partie de l'émission, la partie sucrée
de l'émission. Mais bon, vous êtes déjà au courant, donc bon, la surprise ne sera qu'à moitié, mais bon, quand même, on va le faire. Quel est finalement le plus grand danger pour un domaine alors je parle d'un point de vue climatique, parce qu'on entend souvent parler de la grêle. Il y a des films aussi qui avaient été très bien faits, je pense à Ceux qui oublient de Cédric Lapiche, voilà, qui mettent bien en scène ce genre de choses. Donc à la grêle, on voit aussi ces images avec soit les bougies ou alors les feux de bois entre les parcelles. Il y a aussi un nouveau phénomène qui émerge, c'est qu'il commence à faire de plus en plus chaud en janvier-février, ça bourgeonne et ensuite on peut se prendre un coup de gel. Est-ce que voilà, vous ressentez une augmentation de ces risques, seulement dans la perception, mais réellement sur le terrain ? Ah oui. Bah, carrément, il y a une démultiplication des épisodes de gel, de grêle, de sécheresse. Donc, c'est pas forcément les mêmes risques en fonction des régions, mais on le constate, clairement. Pour un vigneron, finalement, quand il va se coucher le soir, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de dormir parmi ces risques ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus gérables que d'autres ? Bah, ils sont tous terribles, en fait. Ils peuvent mettre à mal toute une récolte. Et malheureusement, c'est des choses sur lesquelles, à court même moyen terme, on a peu de solutions quand même. Donc, le plus grand danger, c'est d'avoir plusieurs vendanges successives qui sont touchées et de pas pouvoir finalement suffisamment vendanger pour avoir les volumes nécessaires pour vendre son vin et pour en vivre. Oui, si on a un peu de trésorerie, de temps en temps, on peut s'en remettre. C'est vraiment des vendanges consécutives, finalement. Oui, c'est ça. On va passer à la dernière partie de l'émission, la partie sucrée. Donc, je vais vous poser 2 questions très simples. Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer. Alors d'ailleurs, j'ai envie de donner une règle que je vais donner à personne. Vous n'avez pas le droit de me dire une bouteille de vin. Ce serait ce serait beaucoup trop facile. Et en revanche, de quoi vous seriez prête à vous passer ? Et donc, pour agrémenter votre réponse, donc moi je vais vous donner la mienne. Moi, je ne serais absolument pas prêt à me passer d'une part de flan. Okay. Voilà, bon, c'est 446 grammes de CO2 par part de flan. Dans mon bilan annuel, je dois être à 75 kilos à peu près de CO2 par an de flan. Oui, j'ai calculé l'empreinte carbone du flan. C'est extrêmement important. Et donc, je vous ai apporté une petite part de flan. Merci. D'une boulangerie toulousaine. Alors, vous n'êtes pas obligé de le manger maintenant, hein, vous pouvez le garder pour le dessert. Ça va, oui. Mais voilà, d'une boulangerie toulousaine, j'espère que j'ai choisi la bonne. Et donc, je vous laisse répondre à ma question autour de cette petite part de flan. J'aime bien la question. Ce dont je serais absolument pas prête à me passer... c'est des... En fait, je réfléchissais tout de suite à l'avion, la viande, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas pris l'avion et pour l'instant ça va. Dans le cadre du boulot, j'ai pas besoin aussi de partir trop loin, donc c'est pas trop un sujet. Dans le cadre perso, j'ai pas ma famille qui vit à l'autre bout du monde, donc pas trop de sujet non plus. J'aime bien la viande, mais je suis flexi et plus ça va, plus... Bon, je pourrais m'en passer. Moins vous êtes flexi et plus vous êtes végé. Oui, voilà. Après, une bonne côte de bœuf de temps en temps quand même. Non, il y a pas un énorme truc où je me dis je pourrais absolument pas m'en passer. D'accord, donc plutôt nuancé quand même sur la question. Bah oui, parce qu'en fait, je me dis ce dont je pourrais pas me passer, c'est vivre dans un monde qui est pas viable, quoi. Donc du coup, à partir de là, tout le reste, il est secondaire. Donc je suis prête à faire des consensus et... Donc vous pourriez vous passer de beaucoup de choses. Oui. Mine de rien. Et en revanche, si vraiment vous aviez la chose dont vous ne pouvez absolument pas vous passer, qu'on doit vous arracher des bras, ça, qu'est-ce que ça pourrait être ? Mon téléphone. C'est vrai. On me l'avait pas encore, on m'avait pas encore dit, mais c'est vrai que c'est très pratique. Vous le dites, c'est assez logique. Ouais, voilà. Revenir à un monde sans téléphone et sans cette connexion qu'on a au monde et aux gens, ça ce serait compliqué, je pense. Couper la communication et en plus on pourrait même plus écouter de podcast sur son smartphone et ça ce serait quand même vraiment dommage. Bien, merci beaucoup Iris Boru de m'avoir reçu ici à Toulouse. Je vais en profiter pour y passer le week-end et me balader un peu et essayer de trouver quand même un
un vin estampillé vigneron engagé, quand même, ce serait dommage. Et puis, si j'en trouve pas, je commanderai, évidemment, voilà, pour en trouver. Je ne vous demande pas lequel je dois commander, j'ai bien compris, pas de chouchou ça. Dans l'association. Donc, je vais me laisser porter. Merci beaucoup, Iris Boru. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Il est, comme tous les autres, à consommer sans modération. Le podcast va bientôt fêter sa 1000e écoute, alors merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pour soutenir l'émission, c'est simple, il suffit d'en parler autour de vous et de la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également la noter sur Spotify et Apple Podcast. Malgré les ponts du mois de mai, je vous retrouve comme d'habitude dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Alors merci pour votre fidélité et à très vite.